Les jumeaux du magnate n'avaient pas vu le soleil depuis des années, jusqu'à ce jour où une femme simple les prit par la main. La phrase aurait pu rester une formule, un titre sans chair, si la lumière elle-même n'avait pas décidé d'entrer. Mais la maison de Fabiano n'était pas une maison comme les autres. C'était une forteresse de pierre et de souvenirs où les fenêtres fermaient plus que des volets. On disait que le vent lui-même hésitait à traverser les couloirs. Les pièces conservaient la température d'un hiver qui n'en finissait pas, et les portraits de la mère des filles gardaient sur les murs une lueur que personne n'osait altérer. Fabiano marchait dans cette maison comme on marche dans un sanctuaire brisé, avec respect, avec peur et avec une discipline qui avait durant des années pris la place des rires. Il portait le deuil comme un vêtement sur mesure, massif et désormais banal. Sa vie s'était rétractée autour d'un fauteuil, de chiffres et de décisions qui ne savaient quoi faire d'un cœur. Il avait requis de la rigidité, des routines, des règles inflexibles, parce qu'entretenir une forteresse, c'est aussi contrôler l'air qui y circule. Et dans ce contrôle, il avait isolé les deux choses qui lui restaient, ses filles, Bruna et Bianca. Les jumelles avaient 5 ans lorsque tout bascula, mais le temps n'y a pas de voie claire. Il est un paysage qui se replie. Elles partageaient une chambre sur le côté est de la maison, une chambre meublée de 2 petits lits, de doudous silencieux et de jouets qui avaient cessé de témoigner. Les rideaux, autrefois légers, pendaient sombres et opaques. La chambre sentait la cire de bois, le linge repassé et quelque chose de froid comme le souvenir. Les filles se déplaçaient en miroir, presque coordonnées, même regard bas, même geste, même peur de lever les yeux vers la fenêtre. Elles connaissaient les pas de ceux qui entraient et sortaient, mais elles ne connaissaient plus le dehors. Eloïa arriva un matin d'automne au seuil de cette maison. Elle n'était pas une héroïne sortie de roman. Elle avait des mains calleuses par le travail honnête, un visage qui paraissait avoir appris à écouter et une façon, pour ainsi dire, rituelle de s'asseoir à la hauteur d'un enfant. Elle avait appris à s'occuper de gens qui souffrent sans les plaindre, à offrir la chaleur sans demander à être reconnue. On la présenta simplement, nouvelle nourrice, responsable des enfants. Il y eut un silence, celui d'une pièce qui apprend un nouveau rythme. Donna Maria, la cuisinière, la regarda entrer avec une lueur approbatrice. Francisco, le régisseur du vignoble, inclina la tête. La première rencontre eut lieu en demi-teinte. Eloïa ne força rien, pas même son entrée dans la chambre des filles. Elle s'agenouilla à la porte, comme on se place devant un tableau précieux et fragile. Les jumelles observèrent ses mains, cet outil vivant qui fouillait dans son panier, un bocal de compote, quelques peluches, une serviette aux couleurs douces. Eloïa prit une petite voix, basse et claire, et dit leur nom. Bruna, Bianca. La répétition était un métier. Les filles ne se mirent pas à pleurer, mais elles se raidissaient tout juste, comme si la parole les touchait de loin. Ce qui surprit Fabiano quand il arriva pour la première fois après le recrutement de la nourrice, ce ne fut pas tant la douceur d'Eloïa. Il l'avait attendue, il l'avait même choisie, que la manière dont elle regardait ses filles. Elle n'y voyait ni un projet à réparer, ni un trésor à surveiller. Elle y voyait 2 personnes complètes, avec leurs peurs, leurs désirs et leurs droits au soleil. C'était là une vision simple et révolutionnaire. Elle parla avec elle de choses minuscules, des noms de couleurs, le bruit des gouttes d'eau, la sensation du tissu contre la peau. Elle ne posa pas la grande question. Pourquoi? Elle laissa le temps répondre aux questions qu'elle abritait. Les gestes d'Eloïa étaient méthodiques et patients. Un matin, elle proposa un jeu qui n'en était pas un, la cueillette des raisins dans la petite parcelle derrière la maison. Le verger n'était pas encore la grande étendue des vendanges. C'était un coin protégé, planté il y a des années par la mère de Fabiano, un endroit où la vigne avait gardé un peu de liberté. Elle prit dans son panier des cestas, de vieux paniers tressés, et sans grand discours, installa les jumelles sur une couverture à l'ombre d'un chêne. Fabiano resta à distance, observant derrière les vieux rosiers. Il avait donné l'ordre que les sorties fussent limitées, comme si la vie extérieure était un élément à administrer. Eloïa posa une grappe de raisin dans la petite main de Bruna, puis de Bianca.
Elle montra comment tenir la grappe sans la presser, comment sentir la peau du fruit. « Tiens, dit-elle, approchons-la du nez. Sens, suis l'odeur du raisin. » Les filles suivirent avec la lenteur d'un réveil. Elles frôlèrent le fruit, hurlèrent surprises d'apprendre que quelque chose pouvait être doux et vivant sous leurs doigts. Il n'y eut pas d'explosion de joie. Il n'y eut pas de printemps soudain. Il y eut un souffle long qui, petit à petit, changea la chambre d'air autour d'elles. Leur curiosité reprit de petites parts. La première fois que l'une mordit le raisin, le jus coula au coin de sa lèvre et elle rougit. Elle rit, un rire minuscule, puis se tut pour l'écouter. La seconde fille observa et, un instant plus tard, elle goûta à son tour. Le son de ce rire traversa le verger et rencontra Fabiano. Un éclair de quelque chose, peut-être d'espoir, peut-être de peur, passa sur son visage. Eloïa proposa d'autres petites leçons. Comment faire un jus en écrasant doucement les raisins, comment vêtir une poupée, comment respirer quand la nuit semble trop lourde. Elle avait des mots simples pour les grandes choses. « Le soleil est comme un ami », dit-elle un après-midi en essuyant le menton d'une des filles. « Il arrive, il réchauffe, il repart et il revient toujours. Tu peux le sentir même quand il est loin. » Ces images, répétées, possédaient une force tranquille. Elles n'étaient ni des promesses ni des ordres. Elles étaient des repères. Fabiano n'était pas un homme froid par nature. Il avait appris la froideur comme on apprend une langue pour survivre. Il se surprit à parler davantage avec Eloïa qu'avec les chiffres du bureau. Au début, leurs échanges tournèrent autour de choses pratiques, horaires, alimentation, médicaments, puis glissèrent vers des territoires plus dangereux. La peur de perdre encore, la culpabilité d'avoir renoncé à être père autrement. Eloïa écoutait sans flèche, rendait les mots avec prudence et parfois une vérité nue. « Vous avez protégé ce que vous aimiez, » lui dit-elle une fois. « Protéger n'est pas enfermer. La vie a besoin de respirer. » Fabiano sentit le tranchant des mots, mais il sentit aussi qu'ils n'étaient pas des leçons morales, mais un reflet. Les progrès furent lents, et c'est ce qui leur conférait vérité. Les filles alternaient des jours où elles restaient comme figées, et des autres où elles s'ouvraient comme une fleur au soleil timide. Eloïa travaillait par répétition et par rituel. Bain avec une serviette chaude, le peignage des cheveux avec une patience rituelle, un repas partagé où l'on nommait les sensations. Les contacts physiques furent laissés à la discrétion des filles, jamais imposés. Quand elles acceptaient la main d'Eloïa, c'était souvent pour un instant, un trajet jusqu'à la cuisine ou pour attraper une pomme. Ces instants, minces, furent plus puissants que n'importe quelle grande scène dramatique. La première vraie sortie au dehors, hors du petit verger, fut une décision qui exigea persuasion. Fabiano avait demandé que tout soit calculé. Heures peu fréquentées, trajet court, itinéraire familiarisé. Il accepta finalement, mais sur le seuil de la voiture, l'ombre de l'ancien ordre l'habita. Eloïa, fidèle à son tact, fit asseoir les filles, puis dit à Fabiano, « Laissez-les voir, juste un moment. » Elle ne demanda pas l'impossible, elle demanda la confiance. La voiture remonta la allée gravillonnée. Derrière la grille, le vignoble s'étendait en ondes régulières, lignes soignées qui descendèrent la colline. Le soleil, ce jour-là, n'était pas aveuglant, il était timide, collé à un ciel pâle. Quand Fabiano ouvrit la portière et qu'Eloïa guida les jumelles hors de la voiture, le sol semblait leur appartenir pour la première fois. Elles marchèrent maladroitement sur l'herbe, leurs chaussures faisant un son nouveau sur la terre. Le vent porta avec lui l'odeur du raisin mûr, la poussière chaude et un arôme de bois. Le monde était plus grand que la chambre, plus bruyant, plus incontrôlable, et pourtant, comme par miracle de patience, il n'était pas hostile. Eloïa montra aux filles comment cueillir, montrant la césure délicate entre le fruit et la branche. Elle laissa leurs doigts tâtonner, elle sourit quand l'une d'elles montra la moindre initiative. À un moment, Bruna leva la tête et la lumière du soleil, passant entre deux feuilles, alluma sa joue d'un éclat tout doux. Elle maintint son regard sur ce point jaune, puis rit encore, cette fois plus vrai.
Bianca, en miroir, se pencha pour sentir le jus d'un raisin écrasé entre ses doigts et éclata de surprise. Les deux riaient maintenant, et leur rire devait être des notes que la maison avait oubliées. Fabiano regarda la scène puis détourna le regard, incapable d'une émotion trop brute. Il sentit un vide qui se déroulait au creux de la poitrine, un vieux chagrin qui, étrangement, devenait tolérable à la lumière du rire. Eloïa vint à ses côtés et posa sa main sur son bras sans l'envahir. « Ils apprendront à aimer le monde à leur rythme, » dit-elle en voix basse. « Mais ils doivent d'abord savoir qu'ils le peuvent. » Fabiano acquiesça sans parole. Ce fut un petit accord, un pacte silencieux. La nouvelle se répandit rapidement au domaine. Dans la cuisine, Donna Maria préparait plus de desserts pour la joie retrouvée des enfants, et parfois, au moment de servir, elle laissait échapper un sourire qui devait rester caché devant Donna Anna et le personnel. Francisco, le régisseur, observait le vignoble avec un regard plus léger. Mais il y avait aussi des murmures. La grand-mère, Donna Anna, vivait au second étage, dans des pièces qui donnaient sur l'avenue principale. Elle était la mémoire sévère de la famille, l'incarnation du rang et de la tradition. Son temps avait forgé des règles, et la rigidité n'était pas qu'une posture, elle était une armature. On parla à voix basse des sorties au vignoble. Certains voyaient dans ces promenades un risque d'exposition inutile. D'autres y reconnaissaient un pas vers la vie. La question se posa d'elle-même. Fallait-il étendre ces sorties? Jusqu'où? Fabiano, pourtant détaché à l'excès de sentiments publics, savait que la décision ne serait pas seulement la sienne. Elle toucherait au patrimoine, à l'image, à la façon d'être de la maison. C'était une rupture de code, même si elle était douce. Les semaines suivantes se succédèrent, selon une cadence presque musicale. Il y eut des matins où l'on faisait du jus de raisin, des après-midi où l'on lavait les cheveux des filles et où elles acceptèrent, pour la première fois depuis longtemps, que quelqu'un les ébouriffe. Elles commencèrent à apprendre des petites chansons sous la houlette d'Eloïa, des refrains qui parlaient d'oiseaux, de pluie, de pain chaud. La voix d'Eloïa était une litanie qui construisait du temps. Elle créait des rituels de sécurité, des repères. Un soir, après un bain à la lumière d'une lampe à faible intensité, Bruna posa sa tête sur l'épaule d'Eloïa et murmura un mot que personne n'avait entendu depuis des années. « Maman ?» Ce mot n'était pas un appel accusateur. Il était une recherche, un test. Eloïa ne répondit pas par une promesse. Elle rendit le mot avec douceur. « Elle porte ta mère avec elle », dit-elle à Fabiano une fois qu'il fut prêt. « Elles n'ont pas oublié. Mais elles ont encore besoin d'être ici. » Les jours s'égrenaient, et chaque petit progrès semblait réclamer un tribut d'attention. Fabiano commença à partager les repas avec ses filles au moins quelques fois par semaine. Les conversations restaient mesurées, mais il parlait désormais sans sanctifier le passé. Il fit installer des volets moins opaques dans la chambre des jumelles, autorisa une fenêtre à rester entr'ouverte pendant les heures de jeu. Ces mesures, peu grandioses, avec la hauteur d'une réparation. Pourtant, dans l'arrière-plan, une tension dormant se préparait. Donna Anna n'était pas hostile sans motif. Son souci provenait d'une conviction profonde qu'on ne devait pas improviser avec l'ordre établi, surtout avec le nom et le patrimoine. Elle craignait que la chaleur du monde n'emporte quelque chose d'irréparable. Sa première parole sèche fut prononcée lors d'une réunion familiale, où elle demanda d'un ton contraint. « Pourquoi emmener les filles dehors? Les précautions ne sont-elles pas nécessaires ?» La question n'était pas simplement administrative. Elle était un coup d'œil vers un avenir où la clôture se dissolvait. Fabiano, sentant la nécessité de rendre compte, répondit sans colère mais avec fermeté. « Elles ont le droit d'apprendre à habiter le monde, » dit-il. Elles n'auront pas une vie isolée par ma peur. Les arguments volèrent, certains avec raison, d'autres avec émotion. Donna Anna pensa à la réputation, à la fragilité d'une famille exposée. Fabiano pensa à ses filles qui, petit à petit, reprenaient des couleurs. Il n'y eut pas de résolution immédiate, seulement des regards qui rejoignirent des positions anciennes. Ce qui transforma la discussion en point de bascule
Ce fut un geste des enfants eux-mêmes dans un moment public. Un dimanche, où la maison reçut quelques invités pour un déjeuner modeste, Bruna se leva et alla, sans demander, prendre la main d'Eloïa en traversant la salle. Elle passa devant Donna Anna et, d'un pas ferme, traversa l'espace qui jusque-là lui avait paru interdit. Le geste se fit comme un petit défi. Il fut au même temps une déclaration. Les convives s'arrêtèrent et un silence court pesa, suivi d'un murmure qui se décanta en soupir. Donna Anna vit cela comme une provocation. Elle se leva, la voix serrée, prête à reprendre la situation. Mais au lieu d'un réprimande frontale, Fabiano prit la parole. Il n'était pas un orateur, mais il y eut dans sa voix une autre chose. La ville intérieure qui avait appris à s'adoucir. « Elles sont mes filles », dit-il simplement. « Elles ont besoin d'air, et nous avons besoin de vivre avec elles. » Ce n'était pas un serment exagéré, mais un positionnement clair. On sentit que quelque chose changeait de façon irréversible. Le monde des filles s'étendait et la maison devait s'adapter ou crever d'immobilisme. Après ce déjeuner, l'idée d'une visite à la grande cave prit corps. Non plus le petit verger secret, mais la maison du vin. La cave où partagent l'effort et la fête, où les barils respirent et où le parfum du chêne s'unit au raisin. Francisco proposa l'idée, prudent mais convaincu que la rencontre des filles avec les lieux de la communauté pourrait sceller leur petite renaissance. « C'est un lieu sacré pour nous, » dit-il, « mais il est aussi un lieu de vie. Si les filles peuvent apprendre là, elles apprendront à être accueillies. » Fabiano accepta, après une longue nuit d'hésitation. Il savait que le pas était grand, la cave résonnait de voix, de rires, et parfois de jugements. Il choisit cependant la confiance. Eloïa planifia chaque détail, les heures calmes, le trajet qui les accompagnerait. Elle parla aux filles du chant des barriques, de la façon dont la vigne raconte ses années. Elle adapta les mots à leur âge, à leur rythme. La préparation fut une ritournelle d'attente. Les enfants dessinaient des petites grappes sur du papier. Fabiano vérifiait les sièges dans la voiture. Francisco organisa une visite qui ne serait pas une intrusion, mais un accueil. Donna Maria prépara des collations. Chacun avait sa tâche, et chacun en ressentit la responsabilité aiguë. La question qui restait, en filigrane, était celle de Donna Anna. Accepterait-elle que le domaine soit transformé par la lumière qui revenait? L'idée même de voir deux petites mains prendre l'espace public éveillait en elle une résistance que le temps n'avait pas érodée. Le matin prévu pour la visite, l'air était clair, et la terre brillait encore de rosée. Eloïa s'approcha de Fabiano, les jumelles dans une main, les cestas dans l'autre. Elle lui parla à voix basse, sans théâtre. « Elles verront la cave, elles sentiront le bois. Si vous voulez, restez avec nous. » Il la regarda, sentit le poids de tout ce que cela impliquait. Puis, sans plus d'hésitation, il fit un pas hors de la maison. C'était un pas qui, pour lui, avait le bruit d'une bataille gagnée. À l'orée du portail, la voiture attendait, prête à embarquer leur petit futur. Ils prirent la route qui menait à la cave, la route bordée de vignes qui semblait applaudir doucement. Les jumelles regardaient par la vitre, les yeux larges ouverts pour capter chaque image. Eloïa chantonnait une chanson sans mots précis, un air qu'elle avait fait pour eux. Fabiano conduisait en silence, concentré, et chaque colline qui passait sous les roues semblait enlever un peu de sa pesanteur. Au moment où la bâtisse de la cave apparut à l'angle d'un bosquet, un obstacle inattendu marqua le trajet. Une figure au sommet de l'escalier principal, immobile, la silhouette reconnaissable de Donna Anna. Elle était là comme si elle avait décidé de garder la garde du seuil contre toute évolution. Sa présence sur le perron arrêta le souffle de Fabiano. Les voitures ralentirent, les conversations à l'arrière se firent plus basses. On sentit en un instant que la visite n'allait pas être seulement une promenade. Elle allait devenir un test public. Eloïa descendit lentement de la voiture, tenant fermement la main des jumelles. Son regard rencontra celui de Donna Anna sans fuir, mais sans rechercher l'affrontement. Francisco s'avança d'un pas, prêt à intervenir. Clara, au comptoir, qui venait d'apprendre la nouvelle, serra les mains avec nervosité. Fabiano ferma la portière et, pour la première fois en longtemps,
sentit son cœur battre d'une manière qui n'était pas liée à la gestion et aux chiffres. Le vignoble retenait son souffle. La chaleur du soleil sur la façade de la cave semblait vouloir adoucir l'air, mais l'ombre humaine de l'attente maintenait la tension. Les jumelles, ignorant en partie la portée politique du moment, tirèrent légèrement sur la manche d'Eloïa et regardèrent la femme imposante sur le perron. Elle ne comprenait pas encore les guildes de l'honneur familial, mais elle comprenait l'intensité du présent. Le geste qu'Eloïa fit alors, simple, respectueux, presque protocolaire, fut de s'incliner légèrement et d'offrir les mains des filles à la maison que l'on gardait. C'était une proposition. Nous venons en paix pour apprendre. Ce fut à cet instant précis que les mots de Donna Anna commencèrent à se tordre, entre reproches et interrogations, et que la voix de Fabiano dut se faire entendre. La voix de Fabiano, quand il parla, n'avait rien d'un ton de tribunal. Elle était simple, presque étrangère à cet homme habitué aux chiffres et aux décisions tranchées. « Elles sont mes filles », dit-il, comme une évidence née d'un arrêt du cœur. « Elles ont le droit de connaître la vie qui est dehors. » Sa phrase coupa l'air comme une lame douce, pas faite pour blesser, mais pour séparer ce qui devait l'être. Donna Anna répondit d'abord par le silence, puis sa bouche dessina une phrase courte, pleine d'une stricte préoccupation. « Et si le monde leur fait du mal, qui protégera l'honneur et le nom ?» Il y avait dans sa voix l'écho d'un patrimoine qu'elle avait porté trop longtemps seule. Autour d'eux, les visages se tendirent. Quelques invités regardèrent ailleurs, mal à l'aise. Les jumelles ne comprenaient pas toutes les nuances de ce débat. Elles tenaient toujours la main d'Eloïa, tranquille, comme si la présence de la nourrice était la logique la plus naturelle du monde. Ce fut Bruna, la plus téméraire des deux, qui parla la première, d'une voix franche et étonnamment posée pour son âge. « Donna Anna, dit-elle, la cave sent bon, et les barriques chantent quand on marche. » Elle dit « chante » en haussant les épaules, sans artifice. Ricardo, non, Francisco, le régisseur, se retint d'éclater de rire, devant la simplicité de la vérité enfantine. Un murmure parcourut la cour. Donna Anna fronça les sourcils, mais l'image des deux petites filles, pieds nus sur la pierre, dit plus que les discours. Fabiano sentit la colère de la matriarche se frôler à la tendresse que lui inspiraient ses filles. Il prit la respiration la plus longue qu'il eût faite depuis des années. « Elles ont le droit de sentir le bois, le raisin et le soleil, » répéta-t-il. « Elles ont le droit d'apprendre, et nous avons le devoir de les garder, non de les enfermer. » Sa voix, cette fois, n'implorait pas. Elle décidait. Le débat eut sa conclusion civile. La visite se ferait. Le domaine tiendrait lieu d'accueillant, non d'arène. Mais tout le monde savait que ce pas inaugurerait autre chose, plus vaste et peut-être irréversible. La route jusque-là avait semblé simple. Elle devint, sur le seuil, un passage initiatique. À l'intérieur de la cave, la lumière était filtrée par les grandes ouvertures. Les barils déployaient un parfum chaud de chêne et de fruits concentrés. Des travaux étaient en cours, des hommes allaient et venaient avec des gestes entendus, comme ceux d'un chœur qui répète sa partition. Francisco présenta la cave avec une révérence contenue. Ici, tout est vivant, les vins gardent la mémoire des années, et la cave accueille. Il parla de barriques comme on parle d'ancêtres, avec respect et sans nostalgie excessive. Eloïa marcha à côté des filles, expliquant doucement ce qu'elle voyait. Des cuves, des rails, le bruit métallique d'un outil. Elle parla de façon métaphorique à la portée d'un enfant. Ces barriques sont comme des maisons pour le raisin. Elles dorment là, elles mûrissent. Les bruits qu'on entend sont des histoires qui se racontent. Les enfants, captivés, posaient des questions. Elles ne hurlaient pas. Elles n'étaient ni éblouies ni dominées. Elles étaient simplement curieuses. Leur curiosité fit l'effet d'une petite flèche lancée au cœur de la rigidité. Donna Anna monta un instant sur une estrade pour mieux voir. Elle ne se retira pas immédiatement, comme si elle mesurait la portée du spectacle. Puis, un incident léger, un tonneau mal posé qui bascula avec un grondement dans une partie isolée de la cave, fut le test décisif. Le bruit fit sursauter une poignée d'invités.
Un commis accourut, rouge de honte. Eloïa fit un pas en avant, sans panique, et se pencha vers les filles pour les rassurer. Elle sut parler pour les éloigner de la scène. Elles se blottirent contre elle, le visage serein. Elle guida aussi un jeune homme qui hésitait à intervenir. Sa voix ordonna la prudence, sa présence apaise les craintes. Donna Anna regarda cela. Elle vit dans la posture d'Eloïa autre chose que de la douceur. Elle vit de la compétence et du courage calme. Son regard se radoucit, non par complète adhésion, mais par reconnaissance d'un fait simple. L'amour a des formes multiples, dont certaines sont faites de courage tranquille et d'attention répétée. Quand, à la fin de la visite, elle tendit la main pour toucher l'épaule d'Eloïa, le geste fut bref, mais il constituait une fissure dans sa forteresse. Ce qui suivit les semaines suivantes fut un lent tissage d'acceptation. Fabiano, qui avait un temps craint que son geste ne le rende vulnérable, découvrit que la vulnérabilité n'était pas affaiblissement, mais matière première pour reconstruire. Il commença à être présent lors des petites choses, un jus partagé au petit déjeuner, des histoires lues à voix basse, avant de quitter la maison. Les chiffres n'occupèrent plus toutes ses heures. Le vide qu'il portait se fit moins insupportable, parce que, autour de lui, des voix vinrent en combler l'espace. Eloïa n'avait rien d'une héroïne parfaite. Elle avait des erreurs, des sautes d'humeur après des nuits longues, des inquiétudes qui la tenaillaient. Mais elle avait une constance qui se manifestait dans les détails. Elle apprenait les routines des filles, notait leurs peurs, répétait sans lassitude les gestes qui apaisaient. Elle avait aussi ses propres rêves et souvenirs, parlait parfois la nuit à Fabiano quand les filles dormaient enfin. Elle confia qu'elle avait grandi près d'un fleuve, que sa mère cousait en chantant et que la terre lui avait appris à nourrir sans posséder. Ces confidences n'étaient pas des confessions destinées à manipuler. Elles façonnaient la confiance. Le domaine changea doucement. On retira certains rideaux lourds, on laissa entrer plus souvent la lumière, on planta nouvelles fleurs près des fenêtres des chambres. Ce ne furent pas des réformes de façade, mais des petites réparations qui disaient « La maison ouvre un pan de robe ». Les serviteurs observaient ces modifications avec étonnement et parfois avec une émotion intime. Donna Maria pleurait, discrète, en ajoutant une pincée de cannelle dans un gâteau, comme si l'assaisonnement pouvait sceller la nouveauté. La décision d'organiser la Vindima, la grande fête des vendanges, comme une célébration familiale et communautaire, prit forme comme un symbole. Si les jumelles devaient être réintroduites au monde, autant que ce monde célébra cet acte. Francisco imagina un plan prudent, des activités pour enfants, des moments de musique comptés, des stands de jus, des espaces d'ombre pour ceux qui voudraient se retirer. « Nous n'allons pas les jeter au milieu d'une foule, » dit-il. « Nous allons leur offrir un milieu où elles peuvent s'essayer. » Fabiano, qui avait peur de tout et de rien, vit dans cette proposition le moyen de mesurer la réaction de la communauté et de Donna Anna. La préparation fut un ballet d'orfèvre. On nettoya les pistes, on accrocha des lanternes de papier, on traça des allées de paille. Les dames du village préparèrent des pâtisseries, les anciens proposèrent des chansons, des artisans montèrent des bancs. Les enfants du voisinage furent invités à participer au jeu. Les petites tâches réservées aux jumelles furent choisies avec soin. Porter une coupe d'uva vers la table des anciens, toucher délicatement une barrique sans la forcer, aider à tenir le ruban des jeunes filles lors d'une danse. La responsabilité d'Eloïa fut immense mais assumée. Elle veilla à ce que chaque moment fût ajusté aux capacités des enfants, prête à reculer si la foule devenait trop vive. La Vindima advint par une journée qui ressemblait à une promesse tenue. Le soleil, ce complice ancien, tomba en biais sur les rangées de vignes comme un pinceau doré. Les visages s'éclairèrent. Les habitants arrivèrent avec des paniers et des sourires, et la cave se transforma en un lieu où l'effort et la joie se mêlaient. Des chants populaires montèrent, on fit danser des rubans, on goûta des jus encore tièdes. Au milieu de cette fête, Donna Anna se tint d'abord à l'écart, observant avec distance. Elle assista à la scène des jumelles portant leur première coupe d'uvas vers la table des anciens. Elles firent le trajet sans trébucher. Elles semblaient concentrées, guidées par la main invisible d'Eloïa.
À l'arrivée, un vieux du village qui avait connu la mère des filles se leva et dit une phrase inattendue. « La vie reprend ici ce qu'on croyait figé. » Son regard, chargé de mémoire, croisa celui de Donna Anna. Dans la foule, un silence complice se fit. Plus tard, lors d'un cercle où les enfants étaient invités à raconter leurs moments préférés, Bruna se leva et dit d'un air sérieux « J'ai aimé quand on a fait le jus a chanté dans mes mains. » Bianca ajouta en souriant, et la barrique avait l'odeur de la maison. Ces paroles simples firent fondre la retenue. Plusieurs personnes applaudirent doucement. Donna Anna ne s'effondra pas en larmes. Elle resta digne, mais ses yeux s'humidifièrent. La rigidité qui avait gouverné sa vie semblait soudain moins nécessaire. La fête se conclut sur une danse collective. Fabiano, qui avait longtemps fui le contact, prit la main d'Eloïa pour guider les filles. Les corps tournèrent en mouvement lent, comme si la terre elle-même se souvenait d'un ancien rythme familial. Lorsqu'ils dansèrent sous les lanternes, la scène prit la forme d'un tableau où se liaient passé et futur. Donna Anna, à la vue du sourire des filles, fit un pas vers l'avant et, sans bruit, posa sa main sur l'épaule de Fabiano. Ce geste ne fut ni une reddition, ni un triomphe. Il fut une capitulation d'une guerre intérieure, un consentement tacite à l'idée que la maison pouvait vivre autrement. Après la Vindima, la vie continua avec ses routines nouvelles. La confiance des filles n'était pas un cadeau immérité. Elle était l'aboutissement de gestes répétés, d'un travail quotidien où Eloïa tissa patiemment la sécurité dans le tissu des jours. Il y eut des rechutes, nuits où elles furent submergées par la peur, matins où l'une d'elles refusa d'ouvrir les volets, mais ces moments, loin d'être des échecs, étaient des rappels que la guérison est un chemin avec des pas en avant et des retours sur soi. Fabiano apprit à gérer ses échecs sans se frapper. Il apprit à rester quand il aurait autrefois fui. L'affection entre Fabiano et Eloïa se développa sur le même tempo patient. Ils ne furent jamais brusques l'un avec l'autre. Au fil des mois, ils partagèrent des repas, des silences, quelques discussions profondes. Fabiano découvrit que demander conseil n'était pas une faiblesse. Eloïa sentit qu'accepter la proximité ne signifiait pas renoncer à soi. Leurs conversations portèrent souvent sur des choses simples. Comment répondre aux peurs des filles, un souvenir d'enfance, la manière de faire le pain. Ils évitaient la grandiloquence. Leur intimité prit racine dans la confiance et le respect mutuel. Un soir d'été, après la récolte, ils restèrent à regarder le ciel étoilé depuis la terrasse, au-dessus du vignoble. Les filles dormaient chez une voisine, pour la première fois depuis longtemps, et la maison avait l'espace de respirer autrement. Fabiano parla enfin d'un désir longtemps étouffé. Il rêvait d'une famille qui ne serait pas seulement le souvenir d'un passé perdu, mais la promesse d'un avenir choisi. Eloïa écouta, les yeux rivés sur la danse des lucioles. Elle répondit qu'elle ne venait pas pour prendre un rôle, ni pour effacer des mémoires, mais pour accompagner. Sa voix resta claire. « Je veux être avec vous, si c'est avec respect et vérité. » Les mots ne furent pas une déclaration théâtrale. Ils scellèrent un accord humain. Leur première marque publique d'engagement ne prit pas la forme d'un mariage immédiat. Fabiano proposa que l'on officialise le statut d'Eloïa auprès du domaine, avec un contrat équitable et une reconnaissance de ses droits. Il le fit sans gesticulation, simplement comme on règle une question d'ordre. Cela fit sens pour Eloïa. Elle ne souhaitait pas que son rôle fût instrumentalisé par une simple offre sentimentale. Elle voulait la sécurité et la dignité. Les papiers furent rédigés, un témoin du village valida les clauses. Ce fut un acte de responsabilité autant que d'amour. Avec le temps, l'attention que Fabiano portait à la communauté se transforma. Il commença à ouvrir certaines terres à des initiatives sociales, pardonna des dettes anciennes, investit dans des écoles locales. Ces gestes ne furent pas des coups de théâtre philanthropiques, mais des réponses à une conscience réhabilitée. Sa métamorphose n'effaça jamais complètement l'homme qui savait commander et décider, elle l'adoucit. Il devint un modèle discret d'autorité humaine. Les années passèrent, sans drame éclatant. Les jumelles grandirent, apprirent à écrire, à courir, à grimper dans des arbres,
Elles allèrent à l'école du village, firent des amis, connurent la pluie et la mer lors d'un voyage offert par Fabiano, un été où il sentit que le monde ne serait plus une menace pour elles. La première fois qu'elles virent l'océan, elles coururent vers l'eau, en riant, des éclats qui semblaient vouloir déborder la mémoire. Eloïa pleura, silencieuse, en regardant leurs cheveux collés par l'écume. Fabiano resta en retrait, regardant la scène, imprégnant chaque détail comme on capture une relique. La romance entre Eloïa et Fabiano prit un chemin simple. Paroles franches, gestes d'attention et un baiser volé, un soir sous les vignes, après une petite dispute banale, résolue par un rire commun. Ce baiser fut pudique, respectueux, comme un seau scellant une affection qui avait mûri longtemps. Ils se marièrent finalement dans la vigne, lors d'une cérémonie sobre où la communauté fut invitée à célébrer non une union spectaculaire, mais la naissance d'un foyer. Donna Anna, âgée et plus douce désormais, prit un moment pour dire quelques mots. Elle parla de mémoire et de courage, surpris même elle-même par la chaleur qui l'habitait. Le geste finit d'emmener les dernières résistances vers l'acceptation. Le mariage fut simple. Une arche tressée de vignes et de fleurs, des chants traduits en sourires, des enfants qui couraient autour des bancs. Les filles, désormais plus grandes, furent les petites dames d'honneur. Elles portèrent des paniers d'uvas comme un symbole, non de labeur, mais de partage. La fête dura tard, et les rires montèrent sans retenue. Fabiano, qui avait longtemps tenu le deuil comme un vêtement, riait maintenant avec la légèreté d'un homme qui avait appris à vivre. L'épilogue de ces années fut fait de petites constantes. Les vendanges continuèrent d'être un moment de fête, les barriques conservèrent leur mémoire et la maison se transforma de forteresse en foyer. Les filles allèrent à l'école, puis, plus tard, entreprirent de petits voyages d'études. Elles arrivèrent une fois à organiser une exposition de dessins sur le thème du soleil et du vin, et le village entier vint admirer leurs images. Donna Anna, dans ses vieux jours, prit souvent place près de la fenêtre, où la lumière entrait désormais sans obstacle. Elle tricotait et regardait le monde passer, apaisée. Un matin d'automne, bien des années après l'arrivée d'Eloïa, la famille s'assembla pour la fête de la première vendange de Bruna, désormais jeune femme. Les deux sœurs, côte à côte, guidèrent une petite cérémonie où l'on bénit la terre et l'on remercia les saisons. L'image finale fut simple et puissante. Les deux filles, la femme qui les avait soutenues, l'homme qui les avait aimées et la vieille matriarche, tous rassemblés sous le soleil, avec derrière eux la maison qui avait longtemps été froide et qui maintenant rayonnait. Le récit trouve là sa boucle. La terre de nouveau portait des mains qui travaillaient et des rires qui l'emplissaient. Le vin, né de raisins cueillis par d'innombrables gestes, avait gardé la mémoire des pleurs et des chants. Les saisons revenaient et emportaient avec elles la certitude que les blessures ne cessent jamais d'exister, mais qu'une présence fidèle, faite de patience, de respect et d'attention quotidienne, peut transformer ces blessures en régions cultivables. Si cette histoire vous a touché, partagez dans les commentaires le mot qui vous a le plus ému aujourd'hui. Si vous souhaitez d'autres récits de renaissance et de vie partagée, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire. La dernière image reste celle d'un matin où, au bord du vignoble, Bruna et Bianca, maintenant grandes, ouvrirent ensemble la fenêtre de leur ancienne chambre. Le soleil entra sans frapper. Il effleura la couette, il alla chercher les vieux portraits sur le mur et vint faire briller les cheveux d'Eloïa qui, à l'extérieur, leur tendait une grappe fraîche. Fabiano s'appuya contre le cadre de la fenêtre, silencieux, et sourit. Au loin, la mer continuait de murmurer, mais la voix la plus claire était celle d'une maison qui avait appris à laisser passer la lumière.